Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand JT des territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Au sommaire de ce grand JT, la colère gronde toujours en Martinique. La lutte contre la vie chère se renforce. La 6e table ronde des négociations a pris fin sans consensus. Toutefois, quelques pistes ont émergé, laissant espérer un déblocage potentiel de la situation. Un sujet couvert par notre partenaire sur place de Via ATV. Nous irons également à Limoges, où l'industrie pharmaceutique fait face à d'importants défis de recrutement. Pour attirer des passionnés, une journée spéciale a été organisée à la faculté de pharmacie. Tous les détails sur cette initiative dans ce journal avec notre partenaire 7 à Limoges. La Nouvelle-Aquitaine, première région française productrice de fruits et légumes, est pourtant en retard en matière de consommation. Nous nous pencherons sur les raisons qui expliquent ce constat avec notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Enfin, nous irons à la découverte d'un sport pas comme les autres, le chessboxing, qui combine les échecs et la boxe anglaise. De plus en plus populaire, il attire des athlètes en quête de défis. Notre partenaire Télé Nantes s'est déplacé pour suivre un entraînement et découvrir cette discipline fascinante. Je vous en parlais dans les titres. En Martinique, la mobilisation contre la vie chère se poursuit. La 6e table ronde organisée s'est achevée sans accord après près de 10 heures de négociations. Pourtant, certaines discussions laissent entrevoir des avancées qui pourraient débloquer la situation. Un reportage de notre partenaire sur place Via ATV Martinique. La 6e table ronde concernant la vie chère a laissé un goût amer. Après près de 10 heures de discussion, aucun accord n'a été trouvé pour le moment. Si personne n'ose parler d'échec, la déception est au rendez-vous. Il serait compliqué d'imaginer arrêter tout ça sans réussir à trouver vraiment un accord, un protocole. Donc chacun essaie d'y mettre du sien, y compris nous, le RPAC. Mais vous comprendrez qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas passer. Essayer de faire chacun changer ses points de vue, c'est pas évident. Mais chacun y met du sien, 24 points sur les 26 que compte finalement la plateforme offrent pour l'instant un terrain d'entente. Mais ce sont les 2 derniers qui bloquent encore la situation. Et pas des moindres, le pourcentage d'écart avec les prix de l'Hexagone et le nombre de produits concernés par la baisse. Ce sont les points les plus difficiles. Et c'est sur les 2 points qu'on ne va pas démordre, on ne va pas lâcher. Je ne ressens pas un climat tendu, mais je ressens plutôt du sérieux dans la démarche de part et d'autre, avec des choses chiffrées, avec une argumentation juridique et technique, parce qu'on envisage des choses sérieuses. Est-ce que ces différends seront surmontés alors que la Martinique connaît une situation sociale très tendue ces derniers jours? Il faut absolument sortir de l'impasse, selon Serge Letchimy. Sur la liste des produits, il y a des positions légitimes, il ne faut pas critiquer, d'avoir tout l'alimentaire. Et puis de l'autre côté, vous avez un choix qui a été fait par la collectivité territoriale et l'État de 54 familles de produits, c'est-à-dire près de 6 000 produits. Et puis, donc on va discuter pour essayer de rapprocher les points de vue, parce que c'est le dialogue, la discussion, parce qu'on a tous envie de sortir de cette grave difficulté. Les acteurs de ces négociations ont quitté la table autour d'1h30 du matin. L'espoir de trouver un accord définitif demeure toujours. Des formations en ingénierie pour répondre à la pénurie dans la Loire. L'université Jean Monnet s'est associée à la région Auvergne-Rhône-Alpes pour développer ces nouveaux cursus. Une convention qui prévoit une aide de 734 000 € sur 3 ans afin de former davantage de professionnels dans ce secteur. Plus de détails avec Thibaut Rivière pour notre partenaire TL7 dans la Loire. Auvergne-Rhône-Alpes est la première région industrielle de France. Pourtant, il manque bien des ingénieurs. Dès que vous commencez à vous déplacer, vous voyez qu'il manque des ingénieurs, mais surtout, il manque beaucoup de techniciens. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de nouvelles filières qui se développent sur du bachelor et autres pour être une région où nous formions davantage. On a aussi la chance d'avoir un monde économique très développé. Voilà, je pense qu'il y a moyen effectivement de pouvoir les conserver sur le territoire. Ces futurs ingénieurs vont recevoir du matériel de pointe pour suivre les avancées technologiques. L'école d'ingénieurs publics télécom va aussi pouvoir développer ses classes préparatoires.
Et combiné avec la faculté des sciences et techniques, de nouvelles filières de tout niveau vont apparaître, d'apprentissage à Bac+8. Et ces investissements vont s'étendre jusqu'à Roanne où son IUT aura une nouvelle filière ingénieur. L'école d'ingénieurs Télécom Saint-Étienne a fait le choix, avec évidemment l'aide de l'université, de développer une filière d'ingénieurs délocalisée sur le site rouennais, au plus près des entreprises, et être capable de se rapprocher des familles, des étudiants qui, dans un contexte social et économique parfois tendu, si on ne développe pas des formations au plus près de leurs habitations, vont hésiter à se former. Voilà. En effet, un jeune sur deux hors des métropoles se projette 2 fois moins dans les études supérieures. Avec ses investissements, d'ici 2030, l'université Jean Monnet espère avoir 135 nouveaux diplômés par an. Autre chose dans l'actualité, après le manque d'ingénieurs, c'est au tour de l'industrie pharmaceutique de faire face à des difficultés de recrutement. À Limoges, ce secteur est en quête de talents et n'est pas uniquement à la recherche de pharmaciens. Vous allez le voir, les grands groupes et les start-up recherchent aussi des logisticiens et des experts RH. Pour attirer ces profils variés, une journée spéciale s'est tenue à la faculté de pharmacie de la ville. Retour sur cette initiative avec notre partenaire sur place, c'est à Limoges. Les métiers de l'industrie pharmaceutique sont mal connus. Aujourd'hui, fac de pharma égale officine, et ce n'est pas le cas. La tournée d'Alice Nouvelle-Aquitaine fait étape à Limoges. Aujourd'hui, les étudiants n'ont pas conscience en fait des différents métiers qu'offre l'industrie pharmaceutique. Il y a toujours cette association un peu rapide de se dire si je ne suis pas pharmacien, si je ne suis pas médecin, je ne peux pas y aller. Autour de la faculté, les entreprises se développent à des tailles différentes. Effectivement, on a pas mal de start-up sur Limoges qui se développent et qui recrutent parmi nos étudiants. Catalent, bien sûr, qui est le leader sur le territoire. D'ailleurs, on va signer une convention de partenariat entre Catalent et la faculté de pharmacie aujourd'hui pour justement partager nos expériences, partager nos offres et nos formations et pour être en cohérence avec les besoins des métiers de l'industrie. 5 étages au-dessus de l'amphi, la start-up Damoclès travaille à l'identification rapide des bactéries qui provoquent des infections et à trouver sa place dans la filière pharmaceutique. Les grands groupes aujourd'hui, les majors du domaine, ils ne sont pas très agiles. Donc ils ont besoin en fait de technologies comme nous pour pouvoir alimenter leur portefeuille d'innovation. Donc c'est sur ça qu'on se positionne, de pouvoir en fait de leur proposer une solution déjà mature pour équiper leur gamme de produits. Et enfin, il y a toujours de la place entre les grands acteurs. La relocalisation et la réindustrialisation de la production pharmaceutique est un signal positif pour l'emploi. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui reviennent en France, des sites de production, des sites d'acheminement, des sites de recherche, de développement. Donc c'est toute cette structure-là qui va favoriser l'emploi et favoriser l'attractivité de tous ces métiers. Toute la journée, chercheurs, entrepreneurs, médecins et pharmaciens se sont succédés devant les étudiants. C'est triste, c'est un bout de patrimoine qui s'envole en fumée. Un violent incendie a ravagé le château de Panchien dans le sud de la Sarthe, nécessitant l'intervention de plusieurs unités de secours. Bien que le château ait subi d'importants dégâts, il n'y a eu aucun blessé. Regardez ce reportage d'Anthony Piton pour notre partenaire LMTV Sarthe. Les pompiers ont lutté pendant des heures. 59 soldats du feu et 32 engins sont dépêchés sur place. L'incendie est parti d'une des ailes de ce château, témoin de plusieurs siècles d'histoire. Nous avons fait face à un feu de château du XVIIe siècle, d'une surface au sol de 400 mètres carrés et donc une surface habitable de 1200 mètres carrés, qui a été en partie détruit. Et notre action a pu permettre de sauver le rez-de-chaussée et 3/4 du premier étage. Aucun blessé, mais malgré l'intervention des pompiers, le château a subi des dégâts colossaux. La toiture est totalement ravagée, tout comme le 2e étage qui s'est effondré. La propriétaire en état de choc était avec sa mère dans le château au moment du départ du feu. On a l'impression que c'est toute une vie qui s'en va. C'est essayer de sauver ce château qui devait être démoli parce que personne n'en voulait. Moi, je l'ai acheté après 13 ans d'inhabité. Arriver à en faire ce que j'en ai fait et puis pour voir un incendie tout vous ravager d'un coup, c'est l'horreur, quoi. Voilà. La propriétaire et sa mère ont été relogées par la mairie. Pour le maire de Mansigné, lui aussi touché par cette tragédie, c'est un jour sombre. Ce patrimoine du château de Panchien, qui est un vrai patrimoine du cœur de Mansigné, le seul château qui restait debout.
Voilà, c'est le seul qui restait debout. Et aujourd'hui, voir qu'on voit le jour à travers du deuxième étage et puis l'ensemble des planchers qui sont complètement détruits, avec des murs qui sont complètement ouverts. Et puis tout ce qu'on ne voit pas encore aujourd'hui, qu'on découvrira dans les semaines à venir, qui blesse, fragilise, mais blesse les Manciniennes et Manciniens qui ont connu le château de Panchien tel qu'il était, que peut-être qu'on ne reverra jamais. Alors que les enquêteurs cherchent encore à déterminer l'origine exacte de l'incendie du château, difficile d'imaginer le voir un jour renaître de ses cendres. Dans ce journal, nous partons maintenant pour les Bouches-du-Rhône pour découvrir une entreprise quelque peu spéciale. Saviez-vous qu'en cas d'urgence, nos amis à quatre pattes avaient également le droit à des services d'ambulance? Notre partenaire La Provence a visité une entreprise spécialisée dans les soins médicaux destinés aux animaux de compagnie. Un service unique qui vise à assurer le bien-être des petites bêtes en détresse. Plus de détails avec Marie-Emmanuelle, une ambulancière pas comme les autres. Regardez. Ça peut être la nuit, ça peut être le week-end et ça peut être en semaine aussi, toute urgence. Donc oui, bien sûr, c'est justement le but de nos services. On va travailler avec les animaux domestiques, c'est-à-dire les chiens, les chats et les nacs, donc les nouveaux animaux de compagnie qui sont les lapins, les cochons d'Inde, les rats, ces petits animaux. Voilà, vous l'avez vu dans les titres, mais avez-vous déjà entendu parler du chessboxing? C'est une discipline sportive qui combine la stratégie des échecs et la boxe anglaise, oui. Tout droit inspiré d'une bande dessinée, ce sport unique alterne entre des rounds de boxe et des parties d'échecs et il met à l'épreuve à la fois la force physique et la capacité mentale des participants. Popularisé récemment, il attire divers athlètes amateurs de nouvelles expériences sportives et longtemps, un Français, Thomas Cazeneuve, a été le champion de cette discipline. Notre partenaire Télé Nantes s'est rendu à Saint-Herblain pour assister à un entraînement. Regardez. Comme tout le monde, oui, ça m'a surpris. Je pense que les gens ne s'attendent pas à l'existence d'un sport avec une hybridation entre la boxe anglaise et les échecs qui ont vraiment des stéréotypes très opposés l'un de l'autre. Ça fait très récemment que j'ai commencé, parce que j'ai commencé les échecs aussi en septembre dernier. Et je me suis dit autant allier les capacités intellectuelles et physiques ensemble. Un combat de chessboxing, c'est une alternance de rounds d'échecs et de rounds de boxe, 3 minutes chacune. Donc le combat s'arrête par KO ou par échec et mat. Il y a aussi une notion de temps. Le combattant qui n'a plus de temps à la pendule perd la partie, perd le combat. Échec et mat. On appuie sur les pendules. Je m'appelle Gabriel Lacouture, je suis chessboxer et j'ai récemment remporté un combat en l'IFC 6 qui s'est déroulé à 7 en catégorie élite moins de 75 kg. À la base, je viens des échecs et je suis venu à la boxe par le chessboxing. C'est vrai que l'alternance est assez difficile, je trouve que ça demande vraiment une grande concentration et une grande capacité vraiment beaucoup d'efforts de gestion des émotions et du souffle, d'avoir cette intensité dans la boxe, qui est un sport très intense, et de revenir vraiment à un état de concentration et d'analyse. On a la chance que la discipline soit représentée aux Olympiades culturelles. Et qu'est-ce que ça signifie pour le chessboxing? C'est déjà une mise en avant du sport, une présentation du sport et donc un pas en avant aussi. Tout à fait autre chose dans l'actualité. En Lorraine, un van parcourt la région pour sensibiliser les étudiants aux questions d'égalité, de diversité et d'inclusion. À bord, l'heure n'est pas aux vacances pour l'équipe, mais plutôt à l'engagement et à la lutte contre les violences et les discriminations. Notre partenaire Moselle TV a eu l'occasion de monter à bord de ce van pour en savoir plus sur cette initiative. Regardez. À bord du van, les intervenants font connaître le dispositif de l'université destiné aux étudiants confrontés à des violences ou discriminations en interne.
On reçoit la personne, on lui donne toutes les ressources dont elle peut avoir besoin, on l'oriente vers les services de santé, vers les services sociaux, et puis on se charge de faire en sorte que la situation puisse être traitée rapidement, donc y mettre fin dans la mesure du possible, et puis mettre en place tout ce qui va permettre à la personne de pouvoir poursuivre sa scolarité dans les meilleures conditions. On n'aura jamais toutes les situations de l'université, pour l'instant on en a quand même un certain nombre. On sait que ça ne va aller qu'en augmentant parce que les dispositifs sont de plus en plus connus. Ce van égalité, diversité et inclusion sillonne les campus de l'Université de Lorraine afin de sensibiliser les étudiants aux violences. Que ce soit donc tout ce qui se passe au niveau des cours, les groupes de travail, etc. Mais aussi tout ce qui se passe en ligne et tout ce qui se passe dans les soirées étudiantes. Donc violences sexistes et sexuelles, donc tout ce qui est agissement sexiste, agression sexuelle, etc. Aussi harcèlement, donc harcèlement scolaire, cyberharcèlement et puis tout ce qui est discrimination, que ce soit homophobe, transphobe, racisme, handiphobe, etc. Donc lutter contre toute forme de discrimination. Donc si vous voulez signaler du harcèlement quel qu'il soit, ben, n'hésitez pas, il y a une cellule d'écoute qui fonctionne. Il y a beaucoup de situations où les gens qui le font ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de le faire en fait. C'est des situations où pour eux ça peut être juste un jeu ou ça peut être juste un truc amical, sans qu'en fait ils se rendent compte qu'ils sont en train de le faire. C'est important de faire la sensibilisation. Je trouve qu'on est quand même un peu plus ouvert que les anciennes générations parce qu'on a eu beaucoup plus justement de ce genre d'intervention au cours de notre cursus scolaire. En octobre, le van fera au total 15 étapes, dont 5 sur les campus de Moselle. Vous l'avez vu dans les titres, elle est la première région productrice d'asperges, de carottes ou encore de fraises. La région Nouvelle-Aquitaine joue un rôle clé dans la production de fruits et légumes en France. Et pourtant, ses habitants consomment moins de ces produits que la moyenne nationale. Une tendance qui se vérifie dans la métropole bordelaise, comme l'indiquent les professionnels interrogés par notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Regardez. C'est le rituel de la semaine. Madame, bonjour. En ce jour de marché, Huguette fait le plein de fruits et légumes pour la semaine. Donc c'est bon. Oui, c'est bon pour moi. Mais attention, le budget est serré. Je fais attention à tout ce que je prends. Parce qu'on est à la retraite, alors on n'a pas des retraites, alors il faut faire attention. Puis moi, on ne gaspille pas à la maison. En période d'inflation, préserver son porte-monnaie est une priorité pour de nombreux clients. Et à chacun son astuce. On fait attention, bien sûr, au prix quand même. Hein. On n'achète pas à n'importe quel prix non plus. Et puis, je multiplie mes sources, quoi. Je viens un peu au marché, chez un maraîcher, grande surface. Un phénomène loin d'être sans conséquences. Avec 830 000 tonnes de fruits et légumes récoltés chaque année, la Nouvelle-Aquitaine occupe une place importante dans ce secteur. Et pourtant, les habitants achètent moins que la moyenne des Français. Là, cette année, c'était un peu plus compliqué. On voit que l'année dernière, par exemple, on les voyait prendre 1 kilo, 1,5 kg. Cette année, ils viennent, ils prennent 3, 4, 5 pièces. Et puis voilà, ils arrêtent. Parce que le budget moyen, il a vachement chuté. Dans la région, le revenu annuel médian est plus faible que la moyenne nationale. Résultat, le ménage néo-aquitain achète en moyenne 158 kilos de fruits et légumes. C'est quasiment 20% de moins qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur par exemple. Face à cette situation, ce grossiste installé depuis 40 ans et qui travaille avec une centaine de professionnels n'a pas eu d'autre choix que de se diversifier. On peut avoir des cours qui sont très simples, qui peuvent passer de 1 €, le lendemain à 2 €, le surlendemain à 3 €, donc c'est vraiment très variable, mais qu'on essaye de compenser par d'autres moyens. Donc effectivement, en créant d'autres activités, on a créé une activité pour des mariages ou pour des anniversaires, on crée des bouquets de fruits, on essaie de se développer, de se diversifier pour justement pallier à cette baisse de chiffre d'affaires. Enfin, quant au panier des néo-aquitains, bonne nouvelle, il est bien équilibré entre les fruits et les légumes, avec en tête des pommes, des bananes et des tomates. Voilà, Noël approche à grands pas. C'est la raison pour laquelle un majestueux sapin haut de 30 mètres et pesant près de 8 tonnes a été abattu dans la forêt domaniale de Champs, dans les Vosges. Et ce, afin d'être transporté sur la place Kléber à Strasbourg pour le marché de Noël. Cette tradition annuelle marque le début des festivités dans la capitale alsacienne, qui attire de nombreux visiteurs chaque année. Un reportage de notre partenaire Vosges Télévision. Regardez. L'icône du marché de Noël strasbourgeois sera vosgien. Le grand sapin de la place Kléber a été sélectionné dans la forêt domaniale de Champs en Déodacie.
Ce sapin, évidemment, c'est le plus photographié de capitale de Noël. C'est l'image qu'on retrouve le plus souvent sur tous les médias. C'est celui qui marque un peu l'édition chaque année. Chacun a son avis. J'aime la décoration, je ne l'aime pas. Donc c'est un marqueur important et il nous tient à cœur qu'il soit à la hauteur de l'attente de tous les visiteurs et de tous les Strasbourgeois. Et c'est l'Office national des forêts qui a la charge de trouver l'arbre. Des agents s'y attellent dès le mois de janvier avec de nombreux critères. Il y a des critères esthétiques et techniques. Alors esthétique, c'est un arbre qui doit pousser, qui doit être relativement conique, qui a une forme de sapin de Noël, ce qui n'est pas forcément le cas pour un arbre forestier. C'est un arbre qui doit pousser de manière isolée en forêt. Donc en forêt, les arbres ne poussent pas isolés. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui font que ce n'est pas facile de trouver cet arbre. Le jour J, il aura fallu 4 heures de préparatifs avant les premiers coups de tronçonneuse. Un conifère de 70 ans, haut de 30 mètres, avec un poids de 8 tonnes environ, nécessitant 2 grues et un camion de convoi exceptionnel pour le déplacer, ainsi qu'un dispositif important de sécurité pour éviter tout accident de bûcheronnage. Si l'arbre est offert, l'opération technique coûte 70 000 € à la capitale alsacienne. On en a pour 2 semaines de travail, c'est-à-dire qu'on le coupe. Quand il sera sur la remorque, on ne pourra pas le transporter. Donc on va prendre branche par branche pour le replier et de manière à ce qu'il ait les dimensions nécessaires au transport. On va casser quelques branches pendant le transport, donc on va lui refaire une beauté. Et après, il y a tous les électriciens, il y a tout ce beau monde qui va travailler là. Et il y a 3 semaines de travail. 3 millions de visiteurs se déplacent au marché de Noël strasbourgeois. Du 27 novembre au 5 janvier, une petite part de la forêt vosgienne sera au cœur de la fête. LVMH, derrière les 4 lettres du numéro 1 de l'industrie du luxe, se cachent des centaines de métiers d'exception. Alors pour pérenniser ces savoir-faire uniques, le groupe a créé il y a tout juste 10 ans l'Institut des métiers d'excellence. La semaine dernière, LVMH a organisé une grande soirée à Paris pour mettre à l'honneur ces métiers de l'ombre, mais aussi pour susciter des vocations chez la jeune génération. Christophe Rigaud était au Grand Rex, sur place, regardez. Plus de 800 talents du groupe LVMH se sont donné rendez-vous ici, au Grand Rex. Ils sont apprentis, créatifs ou artisans déjà experts et font tous des métiers d'exception. Bottier, horloger, tonnelier ou conseiller en vente dans l'une des prestigieuses maisons du groupe. Ce soir, ils sont venus fêter les 10 ans de l'Institut des métiers d'excellence, un programme unique de formation pour protéger et pérenniser des savoir-faire uniques qui font du groupe LVMH le numéro 1 du luxe. C'est des métiers qui sont en tension, d'une part, c'est des métiers rares, c'est des métiers qui sont méconnus. Et donc ce soir, l'idée aussi était d'en faire parler, de les faire connaître. On en a recensé 280 et de mieux les faire connaître, c'est de pouvoir attirer éventuellement des vocations, de susciter des vocations. Sur scène, le président de LVMH en personne est venu rappeler l'importance du travail des artisans dans le succès du groupe. La sagacité de l'artisan est fondamentale. Il ne faut pas, dans nos maisons, faire des produits d'une qualité qui ne soit pas la plus impressionnante et qui ne soit pas la meilleure. Gardez ça à l'esprit, essayez toujours de faire ce qu'il y a de plus qualitatif. L'Institut des métiers d'excellence du groupe LVMH forme chaque année plus de 500 nouveaux apprentis, jeunes en formation ou personnes en reconversion. Un atout pour des métiers qui sont essentiellement basés sur la transmission. On dit qu'un artisan doit apprendre son métier sur au moins 7 ans avant de le maîtriser, parce que c'est des milliers de gestes à maîtriser. Et je pense que ce qui est beau dans ces métiers, c'est le goût du temps long. Vous savez, des fois on va dans une société où tout va très très vite, et reprendre le temps des choses, reprendre le temps du geste, de l'excellence, de la patience, et de faire qu'on fait de ses mains des choses qui ont de la valeur, ben ça n'a pas de prix. Et en fait, ces nouvelles générations qui arrivent aussi là dans le monde du travail, c'est quelque chose qui leur parle. Et pour susciter des vocations, le groupe va ouvrir en 2026 sa maison des métiers d'excellence qui rassemblera tous ses savoir-faire dans un même lieu pour devenir une vitrine des ateliers des artisans accessibles au grand public en plein cœur de Paris. Voilà, et cette semaine, c'est Manuel Valls qui était l'invité de Face au territoire sur TV5 Monde. L'ancien Premier ministre en a profité pour répondre aux questions que je lui ai posées. Regardez. Le parrain François Hollande qui arrive à concilier tout le monde, depuis LFI, en passant par les écologistes, jusqu'à Bernard Cazeneuve. Il n'a pas dit Manuel Valls, mais ça aurait pu arriver. J'imagine qu'il l'a pensé. Non, mais
de ce point de vue-là, il ne change pas François Hollande. Et moi, je peux comprendre. C'est conciliable tout ça? Vous dites que non, vous? Non, je pense que c'est très difficile. Mais je comprends l'idée. Il reprend au fond le projet qui a été celui des socialistes dans les années 60, 70, de regrouper tous les socialistes. Mais pour être candidat lui-même? Je n'en sais rien, dans la même famille, il a déjà été. Moi, je pense qu'avant de parler d'union, il faut parler de projet. Alors, il n'y a rien qui puisse concilier, et pourtant ils se sont retrouvés sur la même bannière, François Hollande, pour qui j'ai amitié et respect. Toujours Toujours, bien évidemment. J'oublie pas qu'il m'a nommé Premier ministre, j'ai été ministre de l'Intérieur dans des moments extrêmement difficiles, donc ça reste. Mais de l'autre côté, je ne comprends toujours pas comment on puisse être ensemble, sous la même bannière, avec Philippe Poutou, Madame Obono, quelqu'un qui est fiché S, peu importe, les candidats de la France insoumise, avec un parti qui tient des propos antisionistes, anti-israéliens, qui alimente la haine des Juifs et d'Israël dans notre monde. Ça, c'est incompatible, c'est irréconciliable. Lui pense que plus le Parti socialiste sera fort, plus tout ceci sera balayé. Voilà, et puis cette fin de semaine, vous pourrez retrouver en kiosque 2 éditions locales du magazine Le Point consacrées à Montpellier et à Angers. Vous pourrez y lire les projets ambitieux prévus pour la ville d'Angers et de ses habitants d'ici 2030. Et puis en allant plus au sud, à Montpellier, il sera plutôt question d'évoquer les grands défis auxquels fait face cette métropole en perpétuelle croissance démographique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.